Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités que c'est quoi mon focus personnel? Tu sais, quand tu es capable de tout faire, OK, mais je suis capable de bien faire quoi exactement? Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde a toujours raison avec mes acolytes Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. Je me suis pas trompé, hein? Yeah. On a comme invité aujourd'hui rédactrice, auteure Sophie Montminy. Bonjour. Bienvenue, Sophie. Merci. C'est cool de te recevoir. Elle a un parcours super intéressant et le résultat de ce parcours-là est encore plus intéressant. Son nouveau livre sorti au mois d'août, si je ne m'abuse. Oui. Imparfaite, qui est un roman. Donc, encore une fois, bonjour Sophie, bienvenue à Tout le monde a toujours raison. Merci de me recevoir, je suis vraiment excitée. Je suis comme entourée de 3 gars, un petit peu stressée, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Ah, j'espère qu'on va bien te traiter. Je connais ton chum, fait qu'on va faire attention. Donc, moi, c'est ça. J'aimerais ça parler un petit peu de ton parcours parce que je trouvais ça super intéressant, comment tu es arrivé à l'évolution, devenir auteur. Je veux dire, tu as toujours été dans l'écriture, tu es rédactrice, journaliste. Donc, parlons un petit peu d'où ça vient, cette passion-là de l'écriture, puis... C'est ça, c'est toujours de comprendre c'est quoi le début de cette passion-là, parce que je pourrais partir du cliché de quand j'étais jeune, j'écrivais des histoires, puis je m'enfermais dans ma chambre, puis j'ai découvert ça dernièrement dans le placard chez mes parents, où j'avais comme plein de petites histoires inachevées, puis des trucs comme ça. Fait que je peux dire que oui, ça a parti de là, mais de là à dire que... Le déclic. Oui, le déclic. Au départ, moi, je voulais m'en aller en cinéma. Puis c'est pour ça que je suis venue étudier à l'Université de Montréal. J'ai étudié en cinéma, mais le côté scénarisation m'a tellement accrochée qu'il y a quelque chose que je voulais de plus en plus développer au niveau de l'histoire. Mais je voyais pas vraiment d'avenir dans ce milieu-là dans le temps. Je vais dire la fameuse phrase de « dans le temps ». C'était quand même complexe de se développer dans le milieu du cinéma à ce moment-là. Encore plus pour les femmes, j'imagine aussi. Encore plus pour les filles. Puis je l'ai essayé, puis c'était vraiment pas facile. Donc, je voyais pas comment j'allais me démarquer, comment j'allais faire ma place, ou si j'allais le faire, ça allait être extrêmement difficile. Puis j'avais pas nécessairement encore le bagage puis la solidité aussi au niveau de mon caractère. Puis je me connaissais pas assez bien pour dire que j'allais me débattre là-dedans puis que j'allais faire ma place. Puis c'est correct parce que ça m'a amené sur le fait que j'allais étudier en journalisme. Puis de là a découlé vraiment l'ouverture des portes du milieu des médias. Du fait que j'étais une geek, fait que depuis que je suis jeune, je code des sites web, je m'intéresse au web et tout ça, aux médias sociaux. Fait que quand je suis arrivée dans le milieu du journalisme, le web commençait, puis aucun journaliste voulait vraiment s'y frotter, puis personne ne comprenait trop. Fait que moi, la porte était grande ouverte. Donc, les gens de différents milieux médiatiques m'accueillaient, faisaient on veut mettre des choses en ligne, puis ça a l'air que t'es bonne là-dedans. Fait que ça a fait que moi, je me suis fait beaucoup de contacts comme ça. J'ai travaillé en tant que pigiste, dans plusieurs médias pour éventuellement me spécialiser en mode, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes en mode. Puis j'avais une passion très encore maintenant, même si je participe plus nécessairement au milieu de la mode comme tel, ça m'intéresse toujours, puis j'ai toujours une fascination pour le milieu créatif de la mode. Fait que les deux se sont mis ensemble, journaliste, mode. Puis je suis rentrée dans le milieu des médias, journaliste écrit, comme ça. Fait que... Ma question par rapport à ça, parce que tu parlais, tu es un peu geek, tu es rentré, tu faisais des sites web. Nous, on s'est connus sur les réseaux sociaux, justement. Est-ce que tu crois que, dans ton cas particulièrement, tu sais, hors d'onde, là, on a parlé un petit peu du thème blogueuse, là, que tu dis, ouais, je suis pas une blogueuse, je suis une journaliste, puis c'est vrai. Ouais. Mais tu as été quand même, tu as eu des blogs, tu as été blogueuse quand même. D'ailleurs, tu avais un blog qui était quand même très populaire. Oui.
Est-ce que tu crois que ça, cette avenue numérique-là t'a aidé à monter cette réputation-là? Oui, vraiment. Ouais. Ben, en fait, c'est que ça prouvait que j'étais capable de faire la rédaction web, qui est différent de la rédaction journalistique papier. Puis j'étais capable de me débrouiller. Souvent, quand on arrive dans le milieu du web, c'est qu'on porte plusieurs chapeaux. Donc, non seulement on va faire la rédaction, mais on va faire la mise en ligne, on va coder, on va faire des infolettes, on va s'occuper des médias sociaux, on va faire de la programmation de posts, on va créer des photos, on va... Tu sais, il y a tellement de choses à faire. Puis moi, par mon chapeau d'entrepreneur qui aime bien faire plein d'affaires, c'était pas un problème pour moi de rentrer dans ce mode-là, de faire, OK, bien, il y a pas grand-chose, il y a tellement de choses à faire, mais il y a pas grand monde qui veulent le faire ou qui peuvent le faire ou qui savent le faire. Bien, moi, je vais l'apprendre. Fait que je peux dire qu'une partie de ma carrière, je l'ai vraiment appris sur le web. Sur le web, sur le tas, tu sais, à essai-erreur. Évidemment, je faisais pas vraiment d'essai-erreur rendu dans les médias, mais plus comme blogueuse. Tu sais, j'ai essayé YouTube, j'ai essayé Twitter, j'ai essayé Pinterest. J'ai tout essayé pour essayer, pas tant pour moi me faire une réputation de... maintenant, on parle d'influenceurs, mais vraiment pour toucher à tout, pour comprendre tout. Puis quand je suis arrivée dans le milieu des médias, par exemple, à TVA Publications, bien, dès qu'on me parlait de « OK, mais fait que Pinterest, ça sert à quoi? » Mais je sais comment ça marche, je sais quoi. Pourquoi qu'on le ferait, pourquoi qu'on le ferait pas, et comment embarquer dans des discussions comme ça. Oui, donc, puis que ça ait du leverage aussi, que ça ne peut pas juste publier puis qu'après ça meurt là. C'est ça, puis ma voix était respectée parce que les gens, non seulement moi, je le travaillais, tout ça, mais de l'autre côté, je m'instruisais énormément. Je faisais de la recherche, je regardais, moi, je le dis toujours. Le côté journalistique. Oui, ça a toujours été. Et puis, si on parle de mon roman, c'est ça aussi que encore maintenant, je suis en écriture pour un autre. C'est le côté journalistique pour moi qui est super important, qui m'amène à pousser les discussions plus loin, à aller voir plus loin. Je m'intéresse toujours à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Oui, je regarde qu'est-ce qu'on fait ici. Mais... Désolé. Ça. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui se passe ailleurs. De dire, ben moi, je regardais beaucoup les États-Unis. Dans le temps, on regardait beaucoup le Japon. On n'était pas beaucoup sur le web au Québec. Zéro. Là, on était... Et moi, c'est drôle de parler de ça maintenant parce que ça fait partie de notre réalité. Mais dans le temps, juste de dire, ça serait important de faire des vidéos. Tout le monde me regardait et faisait, ben ça sert absolument à rien. On retirera absolument rien du vidéo. Alors que le podcast, maintenant, tu l'enregistres en vidéo. Mais souvent, quand on regarde ailleurs, on voit que certains endroits sont rendus plus loin dans l'évolution de ce que nous, on fait ici. Puis ça nous permet d'apprendre de eux, qu'est-ce qu'ils font de pas correct, qu'est-ce que nous, on pourrait faire mieux, des fois avec des budgets moindres, comment qu'on peut, très souvent, tout le temps, en fait. Oui, parce qu'on est bon là-dedans, justement, parce qu'on est, souvent, c'est ça qu'ils nous disent, même dans les, tu parlais du cinéma tantôt, très créatif, parce qu'on n'a pas de moyens. Fait qu'on on est capable de faire des trucs avec 3 fois rien, pour arriver souvent au même résultat d'une grosse production qui a de l'argent qui leur sort par les oreilles. C'est drôle, je viens de voir... j'ai mis ça, c'est intéressant ce que tu dis là, vraiment intéressant parce que je viens de voir justement une personne qui faisait un commentaire ou un reportage sur ce sujet-là, où est-ce que avant il y avait les ABC movies, puis maintenant il y a juste les A puis les C movies. Fait que tous les Reservoir Dogs ou les gros films d'impact émotif n'existent plus à cause de justement ça. Il y a plus les budgets sont rendus ou très faramineux ou ça va être un indie film avec pas de budget du tout, mais il n'y a plus le petit budget, là, celui à 15-20... Désolé, mais c'est ça, c'est un petit budget, 15-20 millions. Il n'y a plus ces films-là. Ils ont été éradiqués. C'est quand même mais souvent, on peut se tirer dans le pied. Tu sais, moi, ça a toujours été une ligne mince dans ma carrière de dire je suis capable de tout faire. Donc là, j'équivaut à combien de personnes qui pourraient faire la job avec moi ou est-ce que je suis en train de me prouver? Tu sais, il y a un moment où je me disais, ben là, je prouve aux gens que je suis bonne dans ce que je fais, donc je faisais tout. Puis là, à un certain moment, les gens disaient, ben t'as pas besoin de personne, t'es capable de tout faire. Donc, pourquoi qu'on débloquerait un budget? Puis c'est un peu ça que j'essaie de mettre aussi dans mon roman, c'est de dire, ben c'est correct de se prouver, c'est correct de faire sa place, c'est correct de se faire entendre puis de se montrer, mais de l'autre côté, il faut apprendre à se respecter puis à comprendre c'est quoi nos limites, dans quoi on est bon, sur quoi on devrait focusser, d'aller chercher des gens autour de nous qui vont nous aider à monter, tu sais.
tu viens de le faire avec ton podcast, si on reprend cet exemple-là, tu peux tout faire, mais est-ce que c'est ça qui va être la meilleure chose pour pousser plus loin ta création, pour pousser plus loin ton projet? Exactement. Tu viens dans le fond, je comprends, tu viens qu'à... tu diversifies beaucoup dans ce que tu fais. Oui. Tu es un peu bon à tout, donc tu viens qu'à te mouler pour l'emploi, puis l'emploi se moule à toi. Et quand ça, ta façon de briser ce moule-là, de le sortir, parce que, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu là-dedans, parce que quand tu touches à tout, tu fais de tout, puis à un moment donné, il faut t'apprendre à déléguer, il faut t'apprendre à laisser aller, il faut t'apprendre à engager les bonnes personnes, à te spécialiser dans une chose. Ce switch-là, c'est là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent, en fait. Oui. T'apprendre à déléguer, c'est pas toujours facile. Mais c'est difficile parce que tu as développé, toi, l'expertise et tu sais, toi, comment tu veux faire les choses. Tu sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que d'essayer d'apprendre ça à quelqu'un d'autre qui prend en charge ton projet. Puis là, ça va-tu marcher ou ça va pas marcher parce que l'autre a décidé qu'il mettra moins d'efforts, mettra moins de temps. Puis là, D'une façon différente. Ou juste une façon différente. Puis c'est là où, tu sais, on le voit beaucoup dans le parcours entrepreneurial, tu sais, c'est d'être capable à un moment donné de dire, ben, ce sera peut-être pas fait comme je l'aurais fait, mais ça va me libérer du temps pour avoir plus de valeur ajoutée dans ce dans quoi j'excelle vraiment. Exact. Parce qu'à un moment donné, il y a 40 heures dans une journée. Il y a 40 heures dans une journée. Voilà. C'est une journée d'entrepreneur typique, right? C'est ça la clé du succès, tu sais. Mais, tu sais, il faut être capable à un moment donné de dire, ben, OK, je vais peut-être déléguer à plusieurs personnes, peut-être être un petit peu moins efficace que ce que je l'avais tout fait moi-même, mais en même temps, je peux me libérer tellement d'autres temps pour aller agrandir mon entreprise. Puis, Mais tu sais, quand tu innoves, puis là, dans le cas de Sophie, il y a tout le volet innovation, puis qui a ouvert des portes, tant mieux. Tu sais, parce que quand, que ce soit MySpace, que ce soit Twitter, puis après ça Facebook, puis après ça Instagram, parce que c'est à peu près dans cet ordre-là, là, au niveau de ta croissance. Oui. Quand toi et moi, on a commencé sur Twitter, tu sais, on avait des gens d'envergure qui nous suivaient parce que Twitter était nouveau. Fait que moi, j'ai dit que dans mes amis Twitter, j'avais Yoko Ono qui me suivait, j'avais du monde important qui me suivait. Marimé, toi, moi, une gang, on se lançait des messages juste avant le show, après le show. Fait que, tu sais, au niveau des responsabilités, bien, quand tu innoves dans ce domaine-là, il n'y a personne d'autre qui sait comment le faire. Tu es en train de le découvrir toi-même. Tu n'as pas le choix de le faire tout toi-même. Oui. Puis c'est de savoir quand est-ce que tu arrives à la ligne où est-ce que tu peux plus. Oui. Right? Puis c'est aussi de se dire, ben comment moi je veux me développer parce que aussi, on peut se perdre. Moi, je me suis perdue là-dedans parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de possibilités que c'est quoi mon focus personnel? Tu sais, quand tu es capable de tout faire, OK, mais je suis capable de bien faire quoi exactement? Parce qu'à un moment donné, moi, je t'ai rendu à bien faire pas mal tout. Mais est-ce que c'était excellent? Est-ce que c'était le meilleur que je pouvais faire? Probablement pas. C'était juste, tout était bon. Mais là, un moment donné, moi, je me perdais. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aime là-dedans? Pourquoi je fais ça, là? Où est-ce qu'on s'en va? Je comprends plus. Il y a tellement de variantes, il y a tellement de possibilités que moi, mon pas de recul, il est arrivé beaucoup trop tard. Puis c'est là que moi, je me suis perdue. Puis souvent, ce que je dis aux gens qui commencent, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou jeunes dans le milieu, de dire, bien, comme toucher à tout, essayer de comprendre comment tous les chapeaux fonctionnent, mais un moment donné, perdez-vous pas là-dedans, parce que vous allez perdre ce pourquoi vous êtes passionné. Vous allez perdre la flamme, vous allez perdre le pourquoi que vous voulez faire ça, puis où est-ce que vous voulez vous en aller là-dedans. Puis parlons-en de ça, je ne vais pas te couper, mais parlons-en de ça. Là, on a parlé de tes débuts en tant que journaliste autonome, blogueuse, réseaux sociaux. Quand est-ce que le shift s'est fait ou comment s'est fait le shift entre justement de rentrer après ça dans les publications comme TVA? Ce cheminement-là, comment il s'est fait? Bien, il s'est fait je pense, au moment où le web explosait et que les gens de type, on dit médias traditionnels, savaient qu'il fallait qu'ils devaient prendre ce tournant-là, ne savaient pas comment le faire et que c'était extrêmement épeurant. Parce que il y avait l'épée de Damoclès qui se disait, ben bientôt, là, vous allez être désuet. Tu sais, c'était toujours ça, vous allez être désuet, vous allez être désuet. Ce qui n'est pas le cas, parce que tout le monde peut trouver toujours sa façon de s'en sortir. Mais il y a eu un moment où c'était, faut embarquer dans le bateau web. Qui connaît le web? Ben, il y a Sophie. J'étais à TVA Publication, puis juste, qui connaît le web? Ben, il y a Sophie. Fait que, alors, j'ai été vraiment à un bon moment. Tu
au bon endroit. Et moi, je me suis donnée à fond comme si c'était ma business. J'étais une entrepreneur dans une business qui était TVA Publication, qui était québécois. Qui est énorme, là. Qui est énorme. C'est une infrastructure de fou. C'est ça. Puis, fait que moi, je suis rentrée là-dedans, puis je me suis donnée pour développer, pour aider les magazines à se mettre sur le web. Puis, tellement, tu sais, que ça... Dans le temps, quand moi, je développais ça, le web pour le magazine Clin d'œil, c'est devenu énorme. Le succès de ce site web-là était énorme. Puis j'en étais extrêmement fière. Fait que, vous étiez pour print et web dans ce temps-là, non? Quand oui. toi, t'es arrivé, vous étiez les deux. On était majoritairement print et le web ne servait qu'à dire, ben le magazine Clin d'œil existe sur le web, on met de l'avant le magazine un peu, mais il n'était pas une entité. C'était pas une source d'information. C'était pas une place où on se disait, même si je lis pas le magazine, je regarde le site web de Clin d'œil. Je suis l'actualité du magazine Clin d'œil. C'était pas ça du tout. Moi, quand je suis arrivée, j'ai fait ça. On est devenu une source d'information. Mais t'es pas rentrée tout de suite comme rédactrice en chef chez Clin d'œil, right? T'es commencé comme... Pigiste, rédactrice adjointe. Puis encore là, faut dire que le milieu des médias est un milieu extrêmement exténuant et difficile. Donc, pour moi, je me disais, ben le moindrement que je reste là, puis que maintenant, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a quelqu'un qui va s'en aller. Puis comme de fait, ben c'est ça qui est arrivé. Oui, il y a des postes qui se sont ouverts, mais il y a aussi des gens qui ont juste soit décidé d'arrêter ce genre de travail-là ou qui avaient tellement beaucoup d'opportunités qui sont allés à la presse, qui sont allés ailleurs parce que des postes dans le web s'ouvraient. Moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que ça avait quand même fait... Ça avait ébranlé un petit peu les médias quand toi, t'es rentrée comme rédactrice en chef de Clin d'œil, je me rappelle. Je pense que... je ne me rappelle pas c'était qui la tête d'affiche juste avant toi, mais tu sais, ça avait fait comme... Tu étais devenue non seulement rédactrice en chef, mais on t'avait vraiment mis de l'avant. Rédactrice en chef web, oui. Oui. Mais on t'avait vraiment mis de l'avant. Tu sais, c'était pas juste de dire en arrière... On avait annoncé ton poste. Oui. Puis après ça, ben, tu avais su comment travailler ton image pour que ça l'aide au magazine. Mais tu vois, ça, c'était dans mon observation de ce qui se passait ailleurs. Fait qu'aux États-Unis, si on regardait les magazines Vogue, etc., bien, qu'est-ce qui se passait? C'est que maintenant, avec le web, les rédactrices mode, beauté, devenait un visage. Donc, devenait un point d'ancrage de dire, moi, si je veux savoir qu'est-ce qui se passe en beauté, il y a la rédactrice en chef beauté du Vogue qui va me dire c'est quoi. Puis, fait que moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, faut faire ça ici. Faut que les rédactrices qui sont des filles extrêmement, bien, je dis beaucoup de filles, mais il y a des gars aussi, mais des gens extrêmement intelligents, connaisseurs dans leur domaine, jusqu'au point de comment que le produit est fait, avec quel ingrédient, puis ça fait quoi en réaction de ci. Il faut que ces filles-là deviennent, on ne disait pas des influenceurs, dans le temps, mais des visages de renom parce qu'ils sont incroyablement connaisseurs dans leur domaine. Il n'y a personne d'autre qui connaît mieux la beauté qu'une rédactrice en chef beauté. C'est clair. Donc, pour moi, je me disais, ben donc, faut le mettre de l'avant. Donc, à partir de là, une de mes jobs, c'était de convaincre ces filles-là qui n'étaient jamais de l'avant, de dire, je pense que ça serait important. Il faut qu'on soit capable d'avoir des visages pour que les gens se détachent beaucoup du magazine parce que c'est un peu impersonnel. Tout d'un coup, il y a une personnalité en arrière. La rédactrice en chef a fait des choses, elle parle de ses trucs. Il y a peut-être, il y a un attachement. Fait que pour moi, ça, c'était ma game parce que je l'observais ailleurs et je me disais, je pense que ça serait important ici. Avant les influenceurs, ça n'existait pas. Mais c'est ça, mais c'est là que j'ai vraiment aimé, moi, ce shift-là parce que je l'ai vu. Puis, en fait, au niveau marketing, ce qui est intéressant, c'est que tu allais rechercher le lectorat de ceux qui suivaient les petites fashionistas sur le web, right? Et que les magazines perdaient beaucoup d'auditoire parce qu'il y avait des fashionistas qui parlaient des produits, des nouveaux lipsticks, de ci, de ça, puis ils devaient commanditer. C'est comme aller rechercher ça. Ils perdaient d'auditoire et de l'argent publicitaire parce que le magazine perdait en revenus publicitaires papier. Fait qu'il fallait se repositionner en web. Puis il fallait trouver comme un équilibre entre les deux parce qu'il ne fallait pas que le web ait tout. Puis plus le papier. Viennent cannibaliser aussi trop l'impression papier, tu sais, mais en rendant plus humain.
en mettant de l'avant vos rédactrices, ben là, tu allais rechercher un peu ça par la bande puis créer l'équilibre. Oui. Mais tu sais, dans ton podcast, tu parlais un peu justement de la pression aussi sociale que vous receviez. En tant que directrice en chef, vu que tu es beaucoup dans le domaine de la mode, de la beauté, et ainsi de suite, tout ça, là, c'était plus la partie, là, les différentes formes du corps, et ainsi de suite. En te mettant de l'avant comme étant une personnalité, comme travailler sur ta marque personnelle, est-ce que c'est là que tu veux faire un clash de dire c'est pas le magazine qui reçoit des commentaires, des insultes, des critiques et tout, mais ça devient toi en tant que personne qui devenait, tu sais, ça vient comme amplifier le mouvement aussi, tu sais, ça vient personnaliser. Ça vient personnaliser, mais dans le temps, justement, quand moi je l'ai amené, comme les influenceurs n'existaient pas, cette espèce de personnalisation-là et de dire que c'est moi qui va prendre les mauvais commentaires, ça n'existait pas. Okay. Puis, évidemment, la sphère maintenant média a tellement évolué que maintenant, ce n'est que ça. Je veux dire, la personne d'opinion est autant importante que le média maintenant. Oui, littéralement, c'est les chroniqueurs aussi. C'est ça, c'est extrêmement important. Puis de dire qu'ils reçoivent tous les commentaires négatifs et tout, et deviennent un visage de cette publication-là. Moi, ça, je commençais à le vivre et je trouvais ça... pour moi, ça... Je savais pas comment, me démarquer ou comment m'affirmer là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui est plus introverti, qui va prendre son temps pour réfléchir. Donc, quelqu'un qui va me rentrer dedans avec un commentaire ou « Ouais, mais là, telle opinion, telle affaire. » Je suis pas... C'est pas ma place ou c'est pas comme ça que moi, je vois les choses. Fait que, oui, ça en devient une pression extraordinaire parce que, d'un côté, le public demande des choses de façon totalement soit erronée ou totalement correcte. Là. C'est correct de demander des choses. Mais le rédacteur devient en sandwich parce qu'il est pris entre le fait que le public le reconnaît, donc c'est lui le visage de la chose, que ce soit du journal ou du blog, mais qu'en arrière, il y a beaucoup d'autres choses qui sont pas... on les voit pas, on sait pas que ça existe, mais c'est beaucoup eux qui vont prendre les décisions. Mm-hmm. Le rédacteur devient comme l'espèce de bouc émissaire, mais c'est pas nécessairement lui qui fait toutes les décisions. Il va avoir une influence, puis son travail est extraordinaire et super important, mais c'est pas lui qui va faire tous les changements. Fait qu'on peut pas leur demander à eux de prendre tous les virages en 2 secondes. Ah non, c'est certain. Ça n'existe pas. C'est ce que le public s'attend, parce qu'on voit toujours la pointe de qu'on voit pas ce qu'il y a derrière, dans le sens que le public voit telle personne s'affiche et telle personne supporte tel article ou s'occupe de ça, donc ça doit être son opinion à elle. C'est ça. Puis, les réseaux sociaux, c'est peut-être un petit peu moins... En ce moment, c'est ça. Mais là, le lien est direct aussi, ça va de pire en pire. Puis, mais l'influenceur, mais l'influenceur peut quand même se tourner rapidement. Mm-hmm. Si le public, un moment donné, dit, moi, je t'appuie plus parce que je sais pas, là, je vais parler, exemple, de la fourrure. Tu mets de l'avant la fourrure, puis nous autres, on est contre ça. L'influenceur peut dire, OK, ben là, j'arrête. C'est tout, c'est fini. Mais une publication, une business, si ça fait partie de ses financiers, si ça fait partie de la production, du jour au lendemain, on peut pas faire « Ah, OK, c'est beau, on arrête. » Donc, tu sais, c'est l'espèce de... Un plus gros bateau à revirer de bord. Des fois, il y a des énorme. implications financières, c'est des commanditaires, c'est des collaborateurs de longue date. Fait que tu peux pas non plus dire « d'entreprise. On tire la plug sur un whim, ce que peut se permettre de faire un influenceur, parce que il implique juste sa propre personne. Mais il y a aussi, puis d'ailleurs, l'influenceur aujourd'hui a une mauvaise perspective par rapport à ça, mais il y a aussi le fait que pour une publication, c'est ce qui est affiché qui est important. Et donc, même s'ils ont 3 millions de lecteurs que ça ne leur dérange pas, s'ils ont 20 000 qui ne les lisent pas, mais qui ont décidé de bitcher, c'est ce qui est lu, right? C'est ce qui est affiché. Fait qu'on met de côté les 2 millions qui sont satisfaits, puis on se concentre sur les 20 000 qui ne le sont pas. Malheureusement, aujourd'hui, les influenceurs pensent de la même façon, mais tu parlais de la fourrure. Les gens devraient s'assumer un peu plus, parce que souvent, les haters, c'est même pas ceux qui te suivent. Mais ça, c'est une autre histoire, là, mais les publications, c'est ça, ils ont une pression haute. Les autres médias vont se concentrer à publiciser le fait que 20 000 personnes taillissent. Pas que 2 millions de personnes t'adorent. Oui, mais souvent, c'est que nous, on n'est pas au courant de ça. Puis le commentaire négatif va venir nous détruire. Puis tu sais, je dis l'influenceur peut se retourner vite, mais l'influenceur va avoir aussi tout l'impact personnel. Parce que quand tu es dans une entreprise,
puis que tu as 50 000 mauvais commentaires, mais tu as une équipe quand même en arrière. Tu as du monde en marketing qui vont faire comme, OK, attends, comment qu'on gère la situation? C'est quoi notre message? Comment qu'on fait ça? L'influenceur, il est tout seul. Puis s'il a fait comme une bourde un mané, parce que, je sais pas, il y a pas, ou c'est même pas une bourde, mais que d'autres le considèrent comme une bourde, lui, il va le prendre tout personnel. Absolument. C'est extrêmement dangereux aussi. On pourrait parler de l'anxiété au niveau des influenceurs, des gens qui sont toujours en ligne. C'est de plus en plus flagrant et de plus en plus important de le mettre de l'avant parce que tout le monde est humain dans toute cette chose-là. Puis la personne décide bien de mettre ce qu'il veut de l'avant. Il n'est pas obligé d'étaler toute sa vie privée puis d'expliquer tout de long en large aussi qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour s'assurer que tout le monde soit content. Il n'y a personne qui le coach à ce niveau-là non plus. Dans le sens que les influenceurs, ils vont... Puis ils ont une évolution souvent fulgurante, puis là, ils se font face à ça. Puis il n'y a personne qui les a entraînés à faire face à ça. Il n'y a personne qui leur a dit, OK, tu sais, dans tel scénario, fais telle chose, ou prends du recul, ou c'est comme, Fait qu'ils pensent, tu sais, l'ascension est belle, mais une fois tu arrives à un certain niveau où est-ce que la claque, elle fait mal. Là. D'où l'entourage qui est extrêmement important, puis d'où toujours continuellement s'informer puis de s'éduquer sur les choses. Tu sais, comme moi, j'ai pas étudié en marketing, mais je connais assez, j'ai lu assez de choses pour comprendre ne serait-ce que le langage du marketing. Puis si des fois, j'arrive dans des meetings que je comprends pas, je vais faire attends un petit peu, en sortant, je vais aller prendre des notes, je vais essayer de comprendre parce que si ça fait partie de ma job, c'est ça qui me ramène mon gagne-pain, il faut bien que je comprenne la game. Mais c'est ça qui est épuisant. C'est que maintenant, ça n'arrête jamais parce que les médias sociaux évoluent tout le temps. Le AI, on parle du AI, mais tu sais, c'est comme ça évolue tout le temps. Fait que quand tu es toute seule ou une entreprise a de la difficulté à suivre ou si tu es toute seule, tu es toujours en train de courir après la nouvelle affaire. Mais tu ne penses pas aussi qu'aujourd'hui, tu dis oui, il y a une infrastructure en arrière sur certaines entreprises, mais moi, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, ces entreprises-là délaissent un petit peu leurs communicateurs puis les laissent seuls dans leur merde un petit peu. Ça doit dépendre des entreprises. Parce que moi, je suis certaine qu'il y en a qui, maintenant, avec toutes les discussions qui ont été mises sur la table dans les dernières années, je suis certaine qu'il y a des entreprises qui prennent ça à cœur. Puis, c'est peut-être pas celles qu'on pense. Puis oui, il y en a sûrement d'autres qui laissent aller puis qui les entourent pas. Mais tu sais, après ça, c'est une gestion interne qui doit se remettre en question aussi. Ouais. Mais je pense qu'ils ne sont pas outillés encore. Je veux dire, tout le monde apprend. Mais parce que ça va trop vite. Aussi, exact. Ouais. Mais parlons-en de ça, parce que dans ton évolution, justement, t'as frappé ce mur-là. C'est quoi l'éveil que tu as eu au niveau professionnel? On parlera aussi du mur personnel, mais... Parle-moi du mur. Quel mur tu veux que je parle? En fait, ta remise en question professionnelle. Mm-hmm. Ouais. Quand j'ai donné ma démission. Ouais. Je pense que c'était, je l'ai effleuré un peu tantôt, c'est de se dire, mais pourquoi je suis là? T'sais, moi, je vais embarquer dans un projet parce que je trippe puis j'aime les choses. Puis à un moment donné, si je me perds comme j'ai fait vraiment intensément pendant très longtemps, tous les signaux corporels et mentaux étaient là, puis je les écoutais pas, puis je les regardais pas. Puis je me disais, non, faut let's go. L'espèce de mentalité de dire on travaille fort, fait qu'un moment donné, je vais y arriver. Là. Ouais. Là, moi, j'étais toujours là-dedans, mais constamment, tout le temps. Et en évoluant maintenant dans le milieu des médias, c'est que ça n'arrête jamais. Fait que je pouvais jamais arrêter. Ou ralentir. Parce qu'il y avait toujours une opportunité. Puis je me disais, non, mais là, il faut qu'on la prenne celle-là, puis il faut qu'on avance, puis là, il faudrait faire ça. Fait que ça n'arrêtait jamais. Puis je me suis retrouvée dans des positions extrêmement difficiles où moi, je voulais faire des choses, où j'entendais l'intérêt de la société de vouloir changer. Moi, j'étais arrivée dans un moment où on commençait à parler de diversité corporelle. Ça n'existait pas vraiment dans le temps, ce mot-là. Puis dans le milieu de la mode, c'est un sujet extrêmement important et touché. Mais pour moi, c'était super important d'en parler, puis quitte à se casser la gueule, mais au moins écouter le monde. Comme, OK, on a fait une photo, c'était peut-être pas... OK, attends, comment qu'on peut changer les choses? Puis on m'avait donné ce mandat-là, parce que on savait que ça s'en allait dans ce mouvement-là. Ouais. Mais quand on parle de ça, c'est comme, je peux prendre le mouvement, je peux prendre le mandat, mais si personne autour veut bouger, là, tu peux te brûler rapidement. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. Moi, à un moment donné, j'ai fait comme moi, je peux bien me donner à 100 %, là, sauf que là, si je me donne à 200 % puis même à ça, ça bouge pas,
Tu pédales dans le vide. Tu pédales dans le vide, tu sais. Puis j'étais comme, ben dans le fond, là, moi, je suis en train de me brûler, puis je suis en train de mettre ma santé totale sur la ligne pourquoi exactement? Ouais. C'est comme un Parce éveil. que l'entreprise derrière ne suit pas. C'est pas tant que l'entreprise, c'est que c'est toute l'industrie au complet. Puis, tu sais, maintenant, on en parle encore, mais je parle pas de l'industrie au Québec, je parle de l'industrie mondiale. Okay? Fait que là, faudrait que moi, je change l'industrie mondiale avant que, tu sais, à un moment donné, ça en devient. Tu peux faire tes petits pas, tu peux tout changer. Puis, je veux dire, il y en a qui vont avoir cette passion-là, puis que ça va être ça leur mandat de leur vie, tu sais. Puis, je les encourage à continuer là-dedans. Moi, ça ne l'était pas. Puis je me donnais parce que j'aimais la marque, parce que j'aimais le milieu, j'aimais la gang. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, fait que là, mais moi, là-dedans, là, je me suis perdue totalement. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire là, avant que je me pète complètement? Puis c'est quoi ta pète, donc, après? Une fois que tu as remis ta démission, tu as fait quoi les 3 premiers mois après la démission? Ouais, non, j'avais une petite question avant qu'on switch au prochain. Ouais. Non, vas-y. J'imagine que là, tu parlais de, justement, il faudrait que le monde entier change, poursuive un peu le mouvement, puis toi, tu étais un peu précurseur là-dedans, mais j'imagine qu'au-delà de tout ça, tu as aussi une notion de stress, d'anxiété, d'avoir la charge mentale, de tu te couches le soir, de dire, bon, ça va être quoi la prochaine photo, ça, c'est-tu trop, c'est-tu pas assez, qu'est-ce que je vais recevoir comme critique, comme ci, comme ça. Ouais. Tu te retrouves un peu seul au combat là-dedans. Ouais. Tu n'as personne pour déléguer cette partie-là, pour t'aider dans ce processus-là. Ouais. Puis ça, ce stress-là, il doit être énorme, là. Parce que, ça doit être le même genre de choses qui doit empêcher de dormir des fois, parce que ça va dans le public. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Ouais. C'est le web, tu peux changer, mais le web n'oublie jamais non plus. Tu sais, c'est comme un tout déclenchant. Mais justement, dans mon roman, je l'ai mis en scène ce moment-là où ils vont faire un photoshoot, puis le mandat est clair, supposément avant, puis finalement, tout change. Et puis, la fille est extrêmement stressée. Puis c'est drôle parce que dernièrement, quelqu'un a fait une critique de dire que, voyons donc, la fille est stressée, là, comme, hey, tu sais, c'est pas réaliste, toutes ces affaires-là. Puis je me dis, ben c'est exactement ça, en fait, l'espèce de moment où, toi, là, ce que tu fais, ça fait plus aucun sens. Puis peu importe comment tu vas le travailler, ton anxiété est tellement épouvantable parce que c'est pas juste de dire, ah, la photo était pas bonne, c'est pas grave, on se reprend. C'est que tout soit repose sur tes épaules financièrement. Oui, c'est une photo, mais ça fait 50 que tu fais, qui à chaque fois, c'est pas correct, c'est pas ça, les commentaires, le changement, ta job est sur la ligne. Y en a-tu un meilleur qui arrive? Où est-ce qu'on s'en va demain? On ne sait pas parce que ça va trop vite. C'est comme toutes ces choses-là qui, un moment donné, pètent. Puis, on parle d'un magazine, mais je pense que ça peut se décliner dans bien des jobs, que t'es comme pas capable d'un moment donné de faire comme, OK, on peut-tu juste chill, là? Puis, c'est quoi, là, notre point maintenant, là, tu sais? Fait que, ouais, tu sais, je pense que ce point-là, souvent, de prendre un pas de recul, on l'avait pas pantoute. Je pense ça. Puis on a la difficulté à le prendre, ce pas de recul-là. Et pourtant, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui va faire qu'après, on est plus solide. On est-tu correct? Parfait. Où est-ce qu'on s'en va? Puis qu'on travaille pas pour rien. Travaille dans le beurre. Y a-tu un côté là-dedans, tu sais, de peur de décevoir, de dire, ben, tu sais, qu'est-ce que, si moi je le fais pas, qui va le faire à ma place? Puis, tu sais, j'ai l'impression que des fois, souvent, les gens restent dans des postes, restent dans des relations, restent dans toutes sortes de positions, même si l'envie n'est plus là, même si ça leur convient plus, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que les gens autour vont dire, ou ça va être quoi mon leg si moi je pars là? Des fois, je compare ça un peu quand tu es au casino, c'est pas parce que t'es gagnant ou t'es perdant, là, c'est comme, c'est le temps de partir, c'est le temps de partir. Puis de continuer, ça changera rien sur ce qui vient de se passer avant. Ouais. Faut juste un moment donné que tu sois capable de dire, OK, on fait la coupure parce que sinon, c'est moi qui va péter aux frettes. Là, puis c'est comme mettre ton masque dans l'avion avant de mettre celui aux autres. Là. Les gens s'oublient, puis ils mettent les masques à tout le monde, puis finalement, ils tombent au combat. T'sais. Puis quand tu es prise dans l'entreprise, puis dans ce flow-là, c'est que tu veux tout sauver. Puis toi, tu comprends plus. Oui, mais toi, tu t'écoutes plus pantoute. Puis ce manque de confiance-là en toi, ce manque de juste de dire, moi, là, en ce moment, là, je suis qui là-dedans? Là? Mais juste de prendre ce moment de pause-là, t'as pas le temps. Tu penses que t'as pas le temps. Moi, je me suis cassé la jambe. J'ai pas eu le choix de me prendre une pause. Puis c'est là que ça a fait comme, ça marche pas. Puis quand je suis revenue, je voyais tout ça, puis j'étais là,
non. Je veux-tu rembarquer dans ce trou-là? Ben, j'ai essayé. Puis j'ai fait comme, tu sais, non, ça marche pas. C'est pas ça, pas en tout que je veux. Mais tu sais, ça prend... Je souhaite à personne de se péter la jambe. Je souhaite à personne de faire un burn-out puis de faire une dépression. Mais des fois, ça prend ces extrêmes-là pour faire comme... OK, mais moi, comment je fais pour me faire confiance? Pour donner ma démission, il fallait vraiment que je me fasse confiance. J'avais confiance pour répondre à ta question, là, où est-ce qu'on s'en va, c'est... Moi, j'avais des compétences. Puis ça faisait longtemps que je les avais oubliées, que je savais... Que tout le monde me disait que j'avais, mais que moi, j'étais comme... Oh, ben, tout le monde les a. Anyway, mais non. Dans le fond, d'avoir confiance en tes compétences, d'avoir confiance en ce que tu fais. Puis, avant même de partir, il y avait des gens qui m'approchaient pour que je les aide à créer leur contenu, à se mettre de l'avant, à comprendre comment évoluer leur business. Fait que j'étais comme, il y a peut-être un petit quelque chose, là. Fait que moi, quand je suis partie, j'avais déjà ouvert ce chemin-là. Okay. Puis j'avais une entreprise que je ne mets pas vraiment de l'avant parce que je fonctionne beaucoup de bouche à oreille, où j'aide des petits entrepreneurs, où j'aide des gens solos à bien se positionner puis à comprendre comment se mettre de l'avant selon eux, leur champ d'expertise. Fait que moi, avec toute l'expertise que j'ai... Là, on parle principalement de stratégie de contenu. Stratégie de contenu, mais c'est de guider l'entrepreneur dans toutes ces affaires-là qui peuvent être épouvantables pour un entrepreneur ou un solo-entrepreneur. Tu sais, moi, j'ai des conférenciers, par exemple, qui sont comme, mais moi, il faut que je me mette de l'avant, mais il faut que je sois sur 50 000 affaires? Ou c'est quoi mon message? Comment je fais? Fait que c'est de ramener ça, tu sais, au simple. Mais c'est important, ça, parce que très souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que dans la volonté de vouloir être partout puis de créer un auditoire, on oublie notre personnage principal, on s'oublie. C'est plus nous qui parlent, c'est la réflexion de qui on pense que les gens veulent entendre. C'est ça. Je trouve que c'est triste. Mais c'est parce qu'il y a souvent ce message marketing de dire, OK, fait qu'est-ce que l'audience aime? Puis c'est bien, mais de l'autre côté, si on fait juste faire ce que l'audience aime, bien, l'audience aime bien des affaires. Puis du jour au lendemain, elle peut aimer une autre affaire. Fait que là, faut-tu changer toute la compagnie? Ou faut rester focus sur son message, puis le développer, l'expandre, puis te dire, moi, j'y crois. Puis comment je peux le faire? Puis jusqu'où je peux aller avec ça sans m'acharner sur quelque chose qui ne marchera pas. Tu sais, il y a bien des petits tweaks, puis il y a des essais-erreurs, mais il faut être capable d'avoir... Moi, j'agis plus en tant que consultante de ce côté-là maintenant. Mais quand je suis partie, tu sais, j'aidais beaucoup toute une entreprise sur toutes les plateformes. Maintenant, moi, c'est vraiment une consultation de j'embarque là-dedans, comment tu veux le faire, comment tu veux te développer, qu'est-ce que tu as, c'est quoi toi? Qu'est-ce qui te fait triper, là? Ouais. Puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que, tu sais, il y a de plus en plus de contenu. Tu sais, l'œil de l'auditoire devient de plus en plus aiguisé, même, tu sais, inconsciemment. Tu sais, d'être proche de ses valeurs, de ce que tu veux. Tu sais, le monde le sent, l'authenticité. Tu sais. Tu le sens des fois. Quand tu regardes, en fait, quelqu'un qui vient parler un peu de son histoire à succès et autres, mais tu sens qu'il y a un petit côté fake des fois derrière. Tu sens que, c'est ce qu'il veut. Tu sais, il pense que c'est ce que je veux entendre. Tandis que quand tu arrives sur tu te frappes à de l'authentique, tu sais, ça frappe beaucoup plus, puis tu t'en rends compte. Là. Oui. Parce qu'on est... En fait, c'est presque bon là, qu'on est inondé par toute cette fausse représentation-là, parce que ça fait que les vrais se font discerner plus rapidement. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, tu as raison. Tu sais, je veux dire, moi, que tu me parles du char que tu conduis puis de la montre que tu portes n'est pas gage de succès. Right? Tant mieux, je vais la remarquer, ta montre, mais tu n'es pas obligé de m'en parler. Tu vas la remarquer, la montre, ça, je vous dis. C'est sûr, mais surtout moi. Mais tu sais, c'est ça. Le principe, c'est tous ces gens-là, toutes ces fausses personnes-là. Puis tu sais, un exemple là, très, très populaire en ce moment, c'est Andrew Tate. Right? Andrew Tate, qui est une personne qui a été connue pour plein de discours misogynes, des opinions extrêmes, mais qui ont été pris dans des clips. Là, il a été cancellé, puis là, le monde a commencé à gratter dans le contenu. Puis là, c'est drôle, il y a plein de monde qui le détestait, qui sont comme, ben, OK, oui, il y a eu des snips négatives là-dedans, mais peut-être qu'il y a de l'intéressant, peut-être qu'il n'est pas entièrement tort. Le gars, il est quand même super intelligent, le gars, quand même, c'est quand même ça, right? Andrew Tate vient pas juste de se faire arrêter pour trafic humain. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est parce que... Oui, c'est le même gars. Ben, si tu fouilles, dans le fond, c'est un bon gars, parce que c'est des bonnes personnes qui trafiquaient. Donc,
Mais je suis pas en train de dire que c'est une bonne personne. Non, c'est pas ça. OK. Je pense que c'est parce que tu t'en vas complètement ailleurs. Puis ça, c'est une des grosses erreurs qu'on a en société en ce moment. C'est qu'on juge une personne que sur son négatif. Puis il y a plein de monde qui ont amené énormément à la société, right? Qui étaient des trous de pète, là. Non, t'as raison. Okay. On enlève beaucoup l'œuvre à cause que la personne a fait quelque chose, puis on cancelle l'ensemble. Mon point n'est pas tant sur le personnage, mais plus sur la profondeur du message puis le paraître. Les gens se sont concentrés sur le paraître. Lui, il s'est poussé avec le paraître. Oui, c'est ça, j'étais pour dire, parce que là... Mais c'est pas lui qui s'est poussé avec le paraître en passant. Parce que si vous savez la stratégie de marketing en arrière de ça, c'est que lui a dit à ses followers, qui étaient déjà très, très présents, il avait dit « Je vais vous payer par post que vous faites à mon sujet. » Fait que c'est eux qui choisissaient les clips. Ils allaient dans ces choses, puis eux clippaient. Mais c'est quand même un contenu qu'il a dit et qu'il a fait. Oui, c'est ça. Mais hors contexte, clippé. Mais comme encore une fois, là, je n'excuse pas le personnage. C'est pas ça que je fais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ben, c'est parce que c'est le plus populaire en ce moment. Right? Puis ce que j'essaie de dire, c'est ce que tu propages, tu sais, c'est pas obligatoirement ce que tu es de un. Ce que tu propages, toutes les Andrew Tate de ce monde, Grant Cardone, etc., qui ne font que parler de leurs avions et de leurs montres et tout ça, inondent les réseaux sociaux. Puis ce que je disais donc, le résumé de ce que j'essaie de dire, c'est en espérant que tout ça amène les gens à aller chercher plus de profondeur. Puis que les gens qui comme nous, là, qui sont là pas pour montrer quelle sorte de char qu'ils conduisent, mais pour éduquer les gens puis aider les gens dans leur parcours, bien, qu'ils ressortent un peu plus. Mm-hmm. Mais malheureusement, en ce moment, on est comme inondé par ces gens-là. Puis mon argument par rapport à Andrew Tate, c'est plus le message qui a été poussé, puis le jugement sur les messages a été basé sur un contenu très précis, shortened, puis il y a des gens qui ont changé d'opinion sur certaines valeurs d'Andrew Tate, certaines autres non, là. Mais parce qu'ils sont allés fouiller plus loin faire des mises en contexte, etc. Comme moi, là, on pourrait prendre quelque chose que je dis en ce moment, là, puis snipper ce que j'ai dit, puis parler juste d'Andrew Tate, puis penser que je suis pro. Ouais, le bout que tu dis Andrew Tate est, puis là, mais tu sais, je trouve qu'on l'a fait beaucoup au Québec, genre, entre autres avec un François Lambert. Tu sais, le démoniser, prendre des bouts, l'épicerie, à celui-là, puis ultimement, quand tu apprends, tu sais, là, on s'entend, c'est l'influenceur de sa propre marque, là. Donc, tu le vois, il est un peu partout, puis tu vois plus ses valeurs core, comment il navigue avec les gens. Exactement. Puis il a l'air d'une personne très terre-à-terre, très... j'ai appris à l'apprécier à travers son contenu, tandis que ce qu'on reçoit en termes de justement, ce que les médias veulent faire apparaître, et ainsi de suite, c'est différent. Ben, il a probablement dû évoluer en tant que personne. Il a énormément évolué. Au-delà de ça, il y a quand même le. Quand tu prends un bout, le clip qui fait vendre. C'est ça. Puis faut que tu frappes. Puis c'est fait que c'est évidemment, tu vas prendre le truc le plus controversé que la personne a dit pour amener les gens à lire ton article. Après ça, ben, quand tu t'intéresses à ce que la personne dit dans son ensemble, tu dis OK, mais est-ce que ça reflétait réellement comme l'ensemble de... Puis c'est ça. Quand c'est pris des fois un peu hors contexte ou... il y a tellement de contenu, on se fait bombarder que le monde s'arrête au titre ou à l'abstract de 3 lignes. Non, mais c'est la course au clickbait qui... c'est ça, exactement. C'est ça qui fait que, dans le fond, on veut la course au clickbait qui, dans le fond, on va arriver, on va lire l'article, c'est pas nécessairement ça le titre. On veut juste choquer. Donc, le questionnement est, mais c'est fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Puis c'est-tu vraiment nécessaire tout ça qu'on fait là? Oui, c'est des gens qui vont s'arrêter au titre, qui n'iront pas plus loin, puis qui se forgent des opinions. Puis on l'a vu, pendant la pandémie, ça a été comme suramplifié. Oui, là, mais les médias le savent, ça. C'est une game qui joue dans tous les sens. Puis, c'est la même affaire qu'au niveau des photos, des clips vidéo. Tu joues cette game-là, ben, à un moment donné, ça se peut que tu te brûles. Fait que qu'est-ce que toi... C'est pour ça que je reviens toujours à toi. Là-dedans, là, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux te mettre, te positionner dans tout ce monde-là? Tu veux-tu devenir populaire? Tu veux 30 000 followers? Fait que tu te dis, je vais faire du clickbait pour que ça marche. Fait que, puis, un moment donné, je montrais à quel point je suis une bonne personne ou whatever. Ou tu veux faire comme moi, mon core, ma business, mes affaires, ma vision, c'est ça. Puis que je devienne populaire ou pas, c'est pas nécessairement important. Mais ce que je suis fait, c'est en accord avec mes valeurs. Fait qu'au départ, là, qu'est-ce que toi, tu veux mettre de l'avant? Puis probablement, ça se peut que ça te prenne bien plus de temps que l'autre qui a fait du clickbait. Ça se peut que tu aies moins de l'argent que cette personne-là ou que ce média-là. Mais éventuellement, peut-être que toi, tu vas durer plus longtemps. Ton focus va être meilleur, tu vas t'expandre mieux. Tu vas être plus heureux. Tu sais, à la base, on veut tout
L'objectif, c'est d'être heureux puis d'être dans le bonheur. C'est ça qu'on ne vend plus. En fait, on ne vend plus le bonheur. On n'a pas besoin de le vendre. On veut pas... C'est pas à vendre, c'est de se poser soi la question. Moi, c'est cette résolution-là que j'ai prise, de dire peu importe ce que je vais faire, que ça en devienne populaire ou pas, ça fait plus partie de mon langage. Ouais. Je veux... Puis c'est super pertinent tout ce qu'on se dit, mais l'autre côté, c'est que c'est pas nous, anyway. Fait que ces gens-là ont fait ces décisions-là, puis ils se ramassent dans la marde ou pas. C'est eux qui ont décidé de prendre ce chemin-là. You sleep in the bed you made. Là. Tu dors dans le lit que tu as fait. C'est ça. Fait qu'à la base, moi, j'en ai fait des erreurs. J'ai évolué, j'ai appris bien des affaires. Je vais refaire d'autres erreurs. Mais au jour le jour, ce que je fais dans mes journées, j'essaie d'être le plus près de mes valeurs à moi. Peu importe si quelqu'un va me dire « Hey Sophie, si tu écris un livre là-dessus, là, c'est clair que tu vends le million. » Ça va être super. Je vais faire comme « OK. Je pourrais faire le million, mais comme je vais être pas fière de ce que je fais. Ou ça va être tout croche, ou ça va être poche. » Ça, je veux faire. Ce sujet-là me parle-tu vraiment, puis c'est-tu vraiment de ça que je mets de l'avant? Puis après ça, il va falloir que j'en parle. Dans l'industrie de la musique, quelqu'un qu'il faut qu'il change son style pour devenir populaire, puis ouais, mais j'aime pas ça, le pop. Le cookie un artiste dans un courant donné, puis là, tu me demandes de switcher juste pour que je vende plus de disques, puis faire des tournées, puis ouais, mais tu sais, fait qu'à quel point, à un moment donné, je veux dire, Tu peux ou pas. Ben, c'est ça. C'est dire, je fais-tu le compromis ou je continue à faire ce que je fais, puis ben... Mais tu fais-tu de la musique aussi parce que tu communiques tes émotions à travers ta musique, ou est-ce que tu es un performeur? Parce que ça, c'est aussi, ça joue beaucoup. J'aimerais qu'on commence à parler un petit peu d'Imparfaite, ton livre, parce que en fait, tout ça mène vers Imparfaite. Peux nous donner un petit synopsis d'Imparfaite, puis c'est quoi la motivation derrière l'écriture de ton roman? Bon, le synopsis, l'histoire d'Imparfaite, c'est une jeune rédactrice d'un magazine de mode. Est-ce que c'est une autobio? Je sais pas. Qui, dans le fond, décide de vouloir évoluer là-dedans et a un grand rêve de devenir rédactrice en chef mode du magazine et veut un grand succès. Puis elle est entourée de plusieurs amis qui se développent dans le milieu de la mode, photographes, youtubeurs et tout. Et ils apprennent que pour atteindre le succès, c'est peut-être pas si facile que ça. Puis ils peuvent peut-être se perdre là-dedans. Et comment qu'ils vont réussir à atteindre leur objectif, là. Et est-ce qu'ils vont y réussir? Je vous laisse le découvrir. Mais mon questionnement en arrière était beaucoup basé sur tout ce qu'on se dit, c'est pourquoi qu'on a besoin de briller dans le regard des autres. Puis mon questionnement, c'est pas nécessairement positif, c'est pas nécessairement négatif. Je me suis beaucoup intéressée au côté philosophique de ce besoin de l'humain, d'être vu, d'être entendu, d'être regardé, d'être pris au sérieux. Ce qui m'a aidé aussi à aller chercher tout le côté très superficiel de pourquoi qu'on veut devenir populaire. Mais, tu sais, au bout du compte, ça revient toujours un peu à la même réponse dans tout ça, c'est qu'on veut exister. Ouais. On veut se faire entendre. Puis j'avais beaucoup aimé, il y avait un meme sur Internet dernièrement qui disait en 2023, on atteint, je ne sais pas trop combien de milliards sur Terre, 8 milliards. On est rendu 8 milliards. Puis il y avait un meme de à peu près 10 femmes extraordinaires chanteuses qui criaient toutes en même temps à la fin d'un show. Mais tu sais, c'est toutes des voix extraordinaires, mais elles faisaient toute une espèce de show par elles-mêmes, tout en même temps. C'était de la cacophonie. Ça montrait à quel point tous les 8 milliards sur Terre veulent tous se faire entendre, dans le fond. Même si c'était extraordinaire, tout le monde veut se faire entendre. Fait que je reviens à ma question. Comment tu veux te faire entendre, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Fait que je me suis beaucoup amusée à développer ça dans l'ère des médias sociaux. Pour moi, c'était important d'amener aussi le questionnement de l'influenceur. Moi, je me positionne jamais. J'aime beaucoup amener des perspectives. Je suis jamais d'un bord ou de l'autre de la chose. J'aime beaucoup voir le négatif, les affaires qui vont tourner tout croche, mais à l'autre côté, il y a des affaires extraordinaires qui ressortent de ça. Exactement, oui. Fait que moi, j'ai entouré mon personnage principal de monde qui peuvent faire tourner les choses du croche, puis d'autres qui sont comme, c'est tellement important ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils développent, ou c'est extraordinaire ce qu'ils découvrent. Puis, voilà. Puis, est-ce que... parce que je t'écoute parler, puis je le vois de deux façons. Tu sais, ça peut être
la romancière qui a intégré un message dans son roman ou la journaliste, rédactrice qui a adapté un roman à son message? C'est lequel des deux ou est-ce que c'est les deux? Ah, bonne question. C'est plus, je pense que c'est moi, mes découvertes personnelles que j'avais le goût d'exprimer. Puis après ça, la journaliste est allée chercher plus de chair autour de l'os. Dans un format très entertainment. Facile à lire, finalement, Ouais. intéressant. Parce que moi, j'aime ça, écouter des films, j'aime ça, écouter des livres, entertainment. Je vais aller voir le dernier Avatar, je vais faire comme... T'sais, j'aime autant les films indie, je suis une cinéphile. Fait que je vais tout voir. Encore une fois, je suis dans les perspectives, je suis dans toutes les perspectives. Je vais aller voir le film que personne n'a vu, mais je vais aller voir le film que tout le monde a vu. Puis ça, je trouve ça fun. Puis pour cette histoire-là, j'avais le goût d'y aller dans le Devil's Wear Prada, puis le Sex and the City, parce que je trouve ça cool, je trouve ça fun. Puis quand tu es dans un milieu de type magazine mode, ben oui, c'est tes références quand même quand tu travailles là-dedans, puis que c'est romancé, mais en même temps, il y a bien des choses là-dedans qui sont vraies quand même. Ouais, c'est basé sur la réalité. C'est basé sur la réalité. Après, Emily in Paris, mon Dieu, il y a tellement d'affaires que ça se peut pas. Ou Sex and the City, leur vie se peuvent pas. Ou Devil's Wear Prada, c'est fois 1000, mais il y a quand même une petite glam là-dedans. Que c'est pour ça qu'on travaille là-dedans aussi. Oh, il y a une réalité amplifiée pour le besoin de l'histoire, là, mais il y a quand même une base de vérité dans les petites guerres intestines qui se vivent à l'interne. Puis le côté glamour, puis tout le monde qui va être sur le spot. Là. Voilà. Mais pour moi, c'était important quand même de montrer que tout le monde voit le côté glamour d'un animateur ou d'un magazine mode ou d'un influenceur, mais pour moi, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Ça, c'est 5% de ce qu'on... En arrière, la réalité, il y a pas... C'est pas quand le spotlight s'éteint, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? C'est les nuits blanches à faire ses recherches, c'est créer ses photos, ses vidéos. Les crises d'anxiété, les up and down là, qu'on voit jamais, là, mais qui sont la réalité de ces gens-là, qui peut être des fois effacés par « Ah, ben oui, on est toujours dans le paraître. » Mais ce petit moment glam-là, quand tu as beaucoup d'énergie, c'est ça que ça vaut. Tout le travail que tu fais, t'arrives au glam, t'es genre « Ah, wouh, c'est pour ça que je fais ça. » C'est comme l'espèce de high que t'as, puis ça, je trouve ça... c'est pour ça que je suis restée dans ce milieu-là très longtemps. C'est parce que tu es passionné de ces moments-là. Mais tu es entouré de gens passionnés. Parce que c'est un domaine où est-ce que tout le monde est comme toi, tout le monde est comme « Waouh! » tu sais. Ouais. On parlait de designers. Les designers, là, ils ont la vie tough. Là. Le monde ne réalise pas à quel point c'est difficile, le monde de la mode. Tu sais. Les photographes, c'est la même chose de plus en plus. Les domaines artistiques en général, là, ce que je veux dire, c'est... Ouais. Tous les domaines de création, en effet. Les domaines de création, je veux dire, c'est le 1%, c'est le 2% qui réussissent vraiment. Les autres travaillent en fonction de ça, tu sais. Ouais. Ouais, on parlait de l'adaptation là, qu'elle disait. Là. Puis je voulais en parler de ça parce que, tu sais, elle disait... il y a tout le volet de dire, de changer un peu l'image de la mode, d'accepter les corps différents, etc. Puis, moi, dans le temps que j'étais mannequin, une chose qu'on nous avait dit, chez les hommes, là, les gars qui étaient comme moi, je faisais du catwalk, je faisais pas tant de photos, right? Parce que j'étais un grand mince. Puis les gars de photos, dans mon temps, moi, il y avait 35 ans, avec une barbe pas faite, puis c'est eux autres qui faisaient comme toi, plus. Présentement, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis rendu le grand mince, moi. Moi, mais beau. Mais c'est ça. Fait que ce que les designers nous disaient, c'est parce qu'on trouvait, même nous, on disait, les filles sont tellement maigres, puis moi, j'étais un grand maigre, tu sais. Puis ils nous disaient toujours, vous êtes des cintres. Mm-hmm. Ce qu'il faut, c'est que la guinée, parce qu'il appelle ça de la guinée, là, c'est le terme, là, la guinée, il faut qu'elle tombe sur toi. Je veux que les gens voient la fluidité du tissu. Toi, t'es pas important. Tu n'es qu'un cintre avec 2 pieds qui marche sur mon stage. C'est bon pour l'estime, ça. Oui. T'es un cintre. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. Tout le monde se demande pourquoi ils prennent si mal. Parce que le designer ou la personne qui organise le show ou whatever, dans ces années-là, tu sais, dans le temps de Heroin Chic et tout ça, eux, leur perspective, c'est de dire, non, le mannequin, il est juste là pour mon vêtement. Je veux pas qu'on voit le mannequin. T'sais. On a tellement évolué depuis ce temps-là, puis c'est ça, de toujours remettre ça en question, puis de toujours le mettre dans la discussion, c'est extrêmement important, parce que dans le fond,
on va toujours vouloir revenir à nos anciennes bottines, ou on va toujours se dire « Ouais, mais c'était plus simple dans ce temps-là, ça coûtait moins cher faire ça, c'était moins compliqué. » Puis là, maintenant, nos moyens... C'était super Mais compliqué, quand en plus, même, ça. revenons à l'humain, là, de te faire dire que c'est un cintre. Je comprends d'où ça vient, mais maintenant, la discussion a tellement évolué que tu te dis, ben, tu peux plus traiter un humain comme ça. Puis de toute façon, la représentativité est extrêmement importante pour le développement de tout le monde, pour que tout le monde soit mis d'avant et ait un intérêt ou pas. Le designer qui ne met pas de représentativité tue la créativité des autres qui le regardent. Puis de la sienne. Puis de la Puis sienne. de la sienne, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. Tu sais, les jugements ou cette réflexion-là, on parlait du cintre, cette réflexion-là, ça vient de la même personne qui veut pas être jugée comme juste une personne, comme un objet qui livre quelque chose, right? Fait que c'est comme le jugement qu'on veut pas sur nous-mêmes, souvent, on va aller le propager sur les autres. Ouais. C'est ça qui est triste. L'autre question que j'avais pour toi, excuse-moi, c'est, en fait, c'est un commentaire qui va se suivre d'une question. J'ai remarqué, donc, depuis ton départ du monde de l'édition de mode et de ton évolution personnelle, que justement, le message est très important pour toi. Puis une des choses qui est intéressante, c'est ton podcast. On en a parlé un petit peu, JP. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu aussi de ton podcast parce que il vaut la peine d'être entendu, puis il évolue en plus de fois en fois. Fait que ça s'appelle Femme de fer, si je ne m'abuse. Oui, puis moi, j'ai parti ce podcast-là justement parce que il y a 4 ans, au niveau, je me retrouvais pas en tant que femme entrepreneur. J'avais pas d'exemple autour de moi, j'en avais presque pas. Puis je comprenais pas comment les femmes faisaient pour se développer dans ce milieu-là. Moi, tous mes exemples, tous les livres que j'achetais, c'était juste des gars. Puis à un moment donné, j'étais comme, puis c'est très bien, puis ça montre une façon de faire, mais la façon de mener une entreprise masculine versus féminine n'est pas la même chose. Tant à évoluer maintenant, les deux ont à apprendre de l'un de l'autre, puis il n'y en a pas un qui a la meilleure marche à suivre. Donc pour moi, j'étais comme un peu perdue là-dedans. Je suis là, comment je vais faire? Moi, je me retrouve pas. Donc, je vais aller les chercher, les filles. Parce que moi, dans le behind the scene de tout ce que je fais en tant que journaliste, j'en croise des filles. J'en croise des femmes extraordinaires qui ont des carrières impressionnantes, mais on n'entend jamais. Donc, je me suis dit, moi, je vais leur donner une voix, puis de façon de départ pour ce podcast-là, c'est que pour moi, personnellement, j'ai besoin de me faire booster. Fait que je suis allée chercher des femmes dans différents domaines pour qu'ils me parlent de leur carrière, de leur entreprise. Au départ, c'était très, très, très entreprise. Entrepreneur, comment que d'entrepreneur féminin peut se développer. Maintenant, c'est plus large au niveau de la carrière, au niveau du développement créatif. Tu sais, je vais faire des entrevues, oui, avec des artistes aussi féminins qui vont me donner leur vision et je le laisse évoluer parce que je trouve que l'entrepreneur, finalement, est un peu partout. Je le voyais plus rigide avant parce que pour moi, c'était quelqu'un qui avait une entreprise avec des employés. Tandis que maintenant, il est moins rigide comme ça, puis je le vois un peu partout parce que quelqu'un qui... C'est plus vaste. Oui, c'est plus vaste parce que moi, j'étais une entrepreneur au sein d'une entreprise. Puis j'avais cette mentalité-là qui a fait évoluer d'une certaine façon l'entreprise dans laquelle j'étais. Fait que pour moi, c'est maintenant le podcast met des femmes extraordinaires, mais de tous les milieux, différentes carrières, différentes visions aussi pour pousser cette conversation un peu plus loin. Puis on le trouve donc, ton podcast, sur donc Femme de fer, sur Femme de fer. Spotify, YouTube Podcast, aussi. Est-ce que tu es sur YouTube? YouTube, oui, aussi. Version vidéo ou seulement audio? Seulement audio, OK. oui. Super. Puis, Sophie Montmagny, le site web Sophie Montmagny, il existe encore? Oui, Ouais, absolument. C'est rendu mon hub maintenant. En fait, moi, je l'avais laissé tomber pendant quelques années. Puis là, maintenant, c'est vraiment rendu sophiemontmagny.com pour avoir toutes les nouvelles au niveau de moi, mes projets d'auteur, de podcast, d'entreprise, de consultation, de conférences, parce que maintenant, je vais en entreprise donner des conférences. C'est quoi l'adresse? sophiemontmagny.com. Ah bon, en plus c'est un point. Tellement simple. Pas de problème. Et ton livre, donc, lui, on le trouve où? Partout, en librairie. Je vous dirais d'aller encourager les librairies du coin, si ça vous intéresse, mais peu importe, allez le chercher où. Super. Fait que moi, je vous le recommande fortement. Ça, c'est ma copie. Hein? Pas à vous autres. Te l'avais-tu signé? Ben oui. C'est ça. Ben oui. Puis j'en avais fait tirer une aussi. C'est vrai. J'en avais fait tirer une sur les réseaux sociaux. Fait que je vous le recommande fortement.
la mère de mes enfants, mes filles, tout le monde est en train de passer à travers. J'ai même pas eu le temps de le lire parce que chaque fois que je le dépose, quelqu'un le ramasse. Fait que j'ai bien hâte de le finir. Mais je l'avais commencé, mais j'ai juste jamais le temps de le finir. Parce que ma fille le ramasse, après ça, la mère le ramasse. Il est attirant, après ça. Ouais, puis le cover, il est vraiment cool, je dois admettre. Tu sais, moi, je suis un gars de graphique. On a travaillé fort dessus. Ouais, non, c'est super le fun. Fait que félicitations, Merci Sophie. beaucoup. Merci tellement d'être venue. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Toujours un réel plaisir de te revoir. Puis peut-être qu'on va pouvoir te recevoir avec ton prochain roman. Qui sait? En tout cas, je l'espère. Fait que merci, Sophie. Merci. Tout le monde, on se revoit au prochain podcast. Ciao.